Shalom à toutes et à tous, on se retrouve avec le docteur Eliezer Charodotsky pour la deuxième partie de cet exposé. Tu veux nous parler des miracles qui ont lieu en 1948. Bechavod. Oui. Shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Ça fait plaisir de tous vous voir. Et je vous rappelle, la dernière fois, on s'est arrêté à mi-chemin. Et j'exagère quand je dis à mi-chemin des miracles. Les miracles, c'est des miracles sans fin. Alors, c'est au début du chemin, on pourrait dire, même plus. Aujourd'hui, on va continuer en entrant un peu plus en profondeur. La dernière fois, on a vu les miracles du départ, de la fuite des Arabes de Eretz Israël. On a vu les miracles démographiques. On a vu le miracle militaire. On a vu le rapport des forces en présence de notre côté, de l'autre côté, du côté des Arabes. Aussi l'aspect subjectif, pas seulement l'aspect objectif, etc., etc. Et puis, on a vu aussi l'estimation de nos chances de la part de Cunningham, du haut-commissaire britannique, des alliés de l'Occident, etc., etc. On a un peu touché au fait du miracle aux Nations Unies, qu'en fait, c'était pratiquement la seule fois que les puissances de l'Ouest et de l'Est votaient ensemble pour soutenir le plan du partage, la résolution 181 du 29 novembre 1947. C'était un cas unique où il y avait d'un côté une position de soutien des États-Unis qui se sont à ce sujet désolidarisés de la Grande-Bretagne, et puis d'un autre côté une position anticolonialiste, entre guillemets ou sans guillemets, impérialiste de l'Union du bloc soviétique, qui voyait encore à cette époque les Arabes comme faisant partie du bloc occidental, pro-britannique, féodal, etc., etc. Et puis le futur État juif comme potentiellement quelque chose de plus atteignable, etc. Et puis naturellement, il voulait aussi diviser l'Occident, parce que du moment que l'Union soviétique soutient la position sioniste, eh bien, elle force en quelque sorte la main des États-Unis qui ne peuvent pas se permettre d'être moins libéraux, moins, comment dire, moins philosémites que la Russie de Staline, l'Union soviétique de Staline, ce qui naturellement jette un froid entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, encore un gain net pour l'Union soviétique. Enfin, il y a énormément d'explications, comme le dit le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Il y a une bonne raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies a été créée, eh bien, visiblement, c'est pour ce vote. C'est pour ce vote. Ensuite, on a vu bien des déboires et bien on a vu, comment dire, pas mal de, comment dire, cos atarella, de coupes envenimées qui nous ont été servies par l'ONU, mais elle a joué son rôle en 1947, et comme on l'a dit la dernière fois, même si au niveau juridique, ce n'est pas ce qui nous donne droit à Eretz Israël au niveau du droit international, au niveau symbolique, au niveau des forces que ça nous a donné, renouvellement de la reconnaissance internationale, eh bien, ça a joué un rôle fondamental. Voilà, on est soutenu par le monde, etc., par sa partie libérale, bien pensante, et pas seulement Amérique du Sud, Est, Ouest, etc. C'était véritablement un souffle d'optimisme, un souffle de foi, de motivation.
qui a gonflé nos voiles et qui nous a donné du poil de la bête, si on peut dire, pour le combat qui allait suivre, qui allait véritablement débuter le lendemain du vote. On le sait, la guerre d'indépendance a débuté le 30 novembre 1947. Sa première étape, la deuxième étape, c'était avec la déclaration d'indépendance. Ça aussi, donc le vote, la conjoncture internationale, le concours de circonstances qui, chacun pour ses raisons, etc., eh bien, a fini par nous soutenir. Je passe sous silence toutes les, tous les, comment dire, les démarches qui ont été faites pour mobiliser le vote des États de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, qui ont été clés pour avoir les 2/3 nécessaires du vote, etc., etc. Enfin bon, ça c'est une affaire assez connue. On ne va pas y revenir. Maintenant, je voudrais toucher à 2 points. Je voudrais toucher à 2 points qui sont pour un point essentiel. Ils sont comme ça. Un point essentiel historique, le deuxième qu'on pourrait dire psychologique, mais qui sont très souvent un peu négligés. Il me semble que c'est l'essentiel du miracle, c'est là qu'il réside. Et c'est que le miracle, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. C'est que l'État d'Israël ait vu le jour après la Shoah. Très souvent, et cette dernière génération, ces dernières décennies de plus en plus, il y a une axiome complètement dénuée de fondement, tant au niveau historique, et à plus forte raison au niveau national, démographique et autres, et qui soutient une thèse folle qui veut dire que l'État d'Israël, c'est la suite de la Shoah. L'État d'Israël a vu le jour grâce à la Shoah. Et à force d'être répétée et d'être transmise soit directement, soit entre les lignes, par comment dire, par les médias, par certaines idéologies, par certaines visions, qu'elles soient chrétiennes ou autres, qui essayent d'insérer l'État juif dans ce contexte de la Shoah, eh bien, c'est une axiome qui, toute folle, sordide, absurde, qu'elle aurait pu paraître il y a encore une génération à peine, aujourd'hui, elle gagne du terrain et c'est pour ça qu'il faut préciser cela, au combien le miracle de l'État d'Israël, de la naissance de l'État d'Israël, eh bien, c'est qu'il soit né 3 ans après la Shoah, malgré tout ce que la Shoah nous a fait. Et là, je voudrais, avec votre permission, citer un texte qui résume tout cela de manière très simple. C'est le texte, j'ai déjà parlé de ce livre, c'est le livre de Georges Bensoussan qui s'appelle Auschwitz, son héritage. D'un bon usage de la mémoire. Voilà, je vous le conseille vivement de lire ce livre. Je répète, Auschwitz, son héritage, vous voyez là le titre en haut de la page que je cite.
Et là, on va lire un bref extrait du milieu de ce livre. L'enseignement du génocide, vous voyez là où je suis, si vous voulez, j'augmente un peu, comme ça vous pourrez lire. L'enseignement du génocide doit mettre en garde contre une paresseuse relation de causalité qui voit dans l'État d'Israël l'aboutissement politique de la Shoah. Or, ce lien, largement reconnu pour vérité d'évidence, est triplement erroné. Pourquoi? Première raison, la destruction des Juifs d'Europe marque en effet pour le sionisme une défaite historique, morale et démographique. C'est-à-dire 3 raisons pour dire que le sionisme et que son succès n'est pas seulement pas la conséquence de la Shoah, mais tout le contraire. 3 raisons, une historique, une autre morale et une autre démographique. Sur un plan moral, d'abord, le Yishuv fut incapable d'aider les victimes. C'est-à-dire, on l'a vu déjà, on en a parlé, je crois qu'on y a consacré même 2 ou 3 rencontres, que le Yishuv était incapable, pour des bonnes raisons, mais il était incapable de venir au secours, ne serait-ce que d'une petite partie des 6 millions. Des Juifs qui étaient victimes de la Shoah en Europe. Et en cela, c'est une vérité, c'est un fait qui était traumatisant pour le Yishuv. La position de Ben Gurion était en fin de compte, d'appréhender la Shoah comme une sorte de cataclysme naturel contre lequel on ne pouvait rien entreprendre. Certainement pas dans des conditions de la mainmise britannique sur les eaux et sur les terres en Eretz Israël, des conditions de guerre en Europe, et puis de l'état de faiblesse politique, militaire du Yishuv en Eretz Israël. Il dit non, on ne peut pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a pratiquement rien à faire. Bon, il y a des parachutistes, il y a des réseaux, il y a ci, il y a ça, mais en gros, le Yishuv est incapable. Le Yishuv est incapable de venir au secours des Juifs. Et c'est une culpabilité qu'on a portée en Israël des décennies après la Shoah, qui a commencé un peu à se, comment dire, à se résorber, à trouver remède avec le procès de Eichmann, 61-63, etc., etc. Mais en gros, c'était perçu subjectivement, et je ne dis pas à juste, oui, justement, injustement. Injustement, on était incapable de faire quoi que ce soit après. Mais c'était perçu comme un échec. Donc ça, c'est une première chose. C'est une première chose. La Shoah, c'est quelque chose qui est perçu par le Yishuv comme une preuve d'impuissance. Premier point. Deuxième point, sur un plan historique ensuite, le sionisme, je continue, le sionisme, avant 1939 du moins, ne sut pas convaincre le judaïsme européen du bien fondé de sa démarche. Il le dit très brièvement ici, de Georges Bensoussan. Mais c'est vrai, c'est-à-dire malgré toutes nos réussites,
malgré tous nos émissaires, malgré tous nos appels, Jabotinsky, Ben Gurion, Rav Kook, etc., tout ce qui était, on n'a pas réussi à convaincre. On n'a pas été entendu. Alors on peut dire, mais pourquoi s'en prendre au peuple juif? Pourquoi s'en prendre à Israël? C'est le problème des Juifs qui étaient en Pologne, c'est le problème des Juifs qui étaient en Hongrie, ailleurs. Ils n'ont pas voulu écouter, c'est leur problème. Oui, mais si comment dire, l'organisation, l'État en devenir, à Medina Shebader, se dit représentant, se dit garant du bien-être, du salut, de l'existence du peuple juif, et parallèlement, il est incapable de convaincre ce peuple et de sauver ce peuple même avant la Shoah, et de le convaincre de l'imminence du danger, eh bien, ça ne fait que rajouter au traumatisme dont on a parlé et quant à l'incapacité de sauver les Juifs d'Europe pendant la guerre mondiale. On n'a pas réussi à les sauver, on n'a pas réussi à les convaincre. Alors, à quoi vous servez? Et puis, troisième point, sur un plan démographique, enfin, le génocide a cassé les réserves démographiques de l'État juif et compromis son avenir pour longtemps. Citation de Ben Gurion, l'État d'Israël existe, mais il n'a pas rencontré la nation qu'il avait prévue. C'est-à-dire, au lieu de naître avec 6 millions d'habitants, on est avec 650 000 habitants. Au lieu de compter parmi nos citoyens un tiers du peuple juif, eh bien, on en compte 5%. Par exemple, une des raisons pour laquelle Ben Gurion a refusé d'adopter la Constitution, c'était qu'il dit, mais comment on peut adopter une Constitution alors qu'on est ici à peine 5% des Juifs du monde? C'était la fameuse décision de Isa Harari, Achlatat Harari, du nom du député qui a fait passer ça. On ne veut pas, comment tu veux? 1950, on a un peu plus de 5%. Comment on peut voter une constitution qui va obliger ensuite les 95% qui ne sont pas là? Comprenez d'ailleurs, c'est la même chose que vont dire les dirigeants juifs d'Israël en 67. Et entre autres, Nathan Alterman du mouvement pour Eretz Israël Hashlema, il dit Eretz Israël attend le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël ne va pas venir, la conquête de 67, eh bien, elle va être un peu vaine. Eh bien, ce que Alterman a dit après 67, non, en 60, pourquoi après? Il a dit pendant la guerre des 6 jours, en 67, juin 67, au sujet de Eretz Israël qui attend le peuple d'Israël, eh bien, Ben Gurion l'a dit en 54 au sujet de l'État d'Israël qui est en attente du peuple d'Israël. Et comme on l'a déjà dit la dernière ou l'avant-dernière fois, 1 million de Juifs étaient en attente de certificats pour venir en Eretz Israël, dans l'Europe, du début de la Seconde Guerre mondiale. 1 million de Juifs, toutes mouvances comprises, Shomer HaTzaïr, Beitar,
Poalei Tzion, tout ce que vous voulez. Mizrahi, en attente de leur certificat, ils voulaient arriver, faire leur alia en Eretz Israël. Et là, je continue à lire. En un mot, non seulement la Shoah n'a pas suscité la création de l'État d'Israël, mais elle en a surtout compromis l'existence. Comprenez? Elle a compromis l'existence. C'est une évidence tellement simple qu'il faut avoir un esprit d'une imagination foisonnante pour dire que c'est la Shoah qui a contribué à l'État d'Israël. Comme l'a dit le professeur Eliezer Schweit, Zichrono Livracha, d'une manière très simple. Grâce à la Shoah, mais vous êtes fous. La Shoah nous a pris 6 millions de citoyens. Elle nous a pris 6 millions de citoyens. Et ça, c'est une première chose au sujet de la Shoah. C'est-à-dire qu'un peuple, imaginez un peuple dont a été détruite le centre le plus puissant tant au niveau démographique qu'au niveau spirituel. L'Europe de l'Est, c'était la dernière Babylone de la Galoute. Vous regardez l'Union soviétique. En Union soviétique, on périt pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, les gens ne le savent pas non plus. Ils ne le savent pas. Sur les 6 millions, 2 770 000, d'après la majorité des estimations, ont péri sur le territoire de l'Union soviétique, qui comprenait naturellement l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie, la Lettonie, la Russie, la Moldavie, etc., etc., la Bessarabie et compagnie. C'est là-bas qu'ont péri près de la moitié des 6 millions. Un article a paru à ce sujet d'un très bon ami à moi avec lequel on travaille, un juif tunisien, qui a monté, il y a 8 ans, une Mechina Gdam Tzvaït pour les ressortissants d'Union soviétique, qui existe depuis 8 ans, on travaille ensemble, un truc fantastique. Et si vous voulez, ça a apparu dans le Moussaf HaShabbat de Makor Rishon. Le dernier Moussaf HaShabbat de Makor Rishon, pour les 81 ans de la révolte des frères Bielski, des groupes de partisans, des frères Bielski, bon, toute une histoire. Je vous invite à le lire, très très intéressant. Bon, c'est en hébreu naturellement. Et puis, quelque chose de très fort. Il s'appelle Yishai Haddad. Voilà. Bon, donc là, regarde, bon, je fais stop share. Si vous voulez commenter, poser des questions, jusque-là, c'est-à-dire, bon, il y avait, je parlais du Rov Minyan, majorité des démographique, là où était établie la majorité du peuple juif, mais pas seulement la majorité, mais des juifs les plus proches de la tradition. Les centres spirituels, les yeshivot, chassidiques, lituaniennes, Moussar, centre de la culture yiddish, etc., etc. Enfin bon, les enfants, 1,5 million d'enfants, toutes les forces, l'essentiel des forces vives, je le dis naturellement sans aucun cas de négliger les Juifs de l'Afrique du Nord, de l'Irak, de Syrie,
du Yémen, Iran, etc. Mais il faut savoir qu'au niveau démographique et au niveau Rov Minyan et Rov Binyan, eh bien, l'essentiel de la dernière station de la Galoute avant le retour en Eretz Israël, eh bien, elle se trouvait à l'époque en Europe de l'Est. Et tout cela a été nettoyé, a été annihilé, a été limogé, a été anéanti et n'a pas pu faire partie de l'épopée sioniste, si ce n'est les survivants, les rescapés, dont quelques centaines de milliers ont pu revenir après la guerre. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point. Un deuxième point qui est encore plus fort et qui est encore plus difficile. Et c'est un point qui est relevé dans le livre Les Netivot Israël par le Rav Tzvi Yehuda Kook, dans un article qui s'appelle Umimena Yevashea. Umimena Yevashea, où il dit la chose suivante dont on est très peu conscient aussi. Alors, avec votre permission, on le voit, j'ai traduit, très difficile à traduire, le langage du Rav Tzvi Yehuda, enfin, je ne sais pas moi, je n'ai pas les capacités peut-être, Rabbi Menachem, vous allez certainement m'aider. Vous allez m'aider, mais je vais essayer de dire les quelques phrases que j'ai traduites. Je pense qu'elles sont suffisamment claires. Il dit la chose suivante. Rav Tzvi Yehuda Kook, le Netivot Israël ou Mimena Yevashea. De la même façon que les pensées d'infraction sont plus dures que les fractions. Irurei avera, kashim mi avera. Donc, je ne sais pas comment traduire ça. Mais irurei avera, des pensées de faute, des pensées nocives, de commettre la faute, eh bien, elles sont plus dures. Elles agissent sur l'esprit, sur l'âme, de manière plus néfaste que les actions, que les péchés concrets. Eh bien, de la même manière, écoutez ça, c'est quelque chose de la terreur paralysante de la peur et les coups qu'il porte à l'âme sont plus durs que les actes ayant causé la souffrance. C'est-à-dire, en gros, le traumatisme causé par la Shoah sur les 12 millions qui sont restés en vie, eh bien, c'est encore plus plus nocif, plus dur à supporter que les 6 millions. Vous imaginez, vous comprenez ce qu'il dit? Aussi terrible que soit la perte d'une si grande partie de notre peuple, au niveau physique, c'est un moindre coup par rapport au traumatisme général, à l'étourdissement intérieur enduré par l'âme nationale. C'est venu ma Omer? C'est-à-dire que la peur, la terreur, la crainte qu'a insufflé ce qui nous a été fait par la Shoah, eh bien, c'était
c'est d'un prix encore plus élevé que le prix des 6 millions. Zélo Pachout. Zélo Pachout. Et c'est pour ça que lorsque vous demandez poser la question à Rav Tzioud, dites-moi, mais attends, on dit le Hallel, on dit le Hallel. Non, il a fait. Pourquoi il dit Hallel? Parce qu'il y a le miracle, et la victoire. Il dit oui, mais vous savez où était le vrai miracle? Le vrai miracle n'était pas sur le champ de bataille. Le vrai miracle, il était dans le cabinet du gouvernement provisoire qui a décidé de proclamer l'indépendance malgré la menace des armées arabes, malgré l'ultimatum des armées arabes, malgré la volonté des puissances de faire marche arrière sur la résolution 181, et essentiellement malgré la Shoah. Que malgré les coups qui ont été portés et malgré la menace invraisemblable des dirigeants arabes, où il disait que le massacre qui va être commis contre les Juifs n'a pas de pareil depuis Chinggis Khan. Un tiers vont être mis à la mer, un tiers vont être tués, etc. Vous comprenez, c'est quelque chose de... C'était le danger qui était là. Et donc c'est pour ça que le Rav Tzvi a dit, non, le miracle, c'est d'avoir eu le courage de déclarer l'indépendance. Et là, avant de vous passer la parole aux questions, etc., je voudrais dire que je pense que ce qu'il y a de plus pertinent dans ce qui a été dit, ce n'est pas seulement ce qui a été écrit par Georges Bensoussan de manière très précise, très concise, brève, brièveté invraisemblable, et qui parle de l'aspect démographique, historique, parle de l'aspect moral, mais il y a l'aspect psychologique, l'aspect de l'atteinte portée à l'âme nationale qui est mentionnée par le Rav Tzvi, qui fait de ce miracle un miracle continu. D'un côté, d'un autre côté, il explique la crainte et la méfiance qui est si propre à notre politique nationale et internationale et qui nous fait prendre toujours avoir peur de qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qui va être dit à Bruxelles, qu'est-ce qui va être dit à Washington et ailleurs. Quoique oui, la dernière fois, je vous ai raconté l'histoire avec l'ambassadeur américain David Friedman. Ce qu'il a dit? Non, je ne vous ai pas raconté? Non. Ce qu'il a dit? Non, non. Non? Au congrès, enfin, voilà, le symposium qui a eu lieu juste avant la Yom Yerushalayim
au Binyané Haouma, et où il a dit, il a parlé de manière très très forte. C'était la veille de la guerre des 6 jours. Alors il a dit, vous savez, moi je suis, première expérience, quand j'ai vu mes parents pleurer dans le salon, je leur ai demandé pourquoi vous pleurez. Alors ils m'ont dit, on a libéré Jérusalem. C'était juin 67. Vous êtes sûr, je vous en ai pas parlé? Non? 67. Nous sommes de retour à Jérusalem. Et puis il continue à parler, il dit, 4 ans après, à ma bar mitzvah, j'étais devant le kotel, célébrant ma bar mitzvah, montant à la Torah, 71, en 1971. Et puis, Jérusalem, c'était devenu comme mon phare, mon guide. Durant ma vie, je suis devenu ambassadeur des États-Unis. Et en cela, j'ai participé au transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et puis là, il a commencé à parler d'un thème qui est très central. D'un thème qui est très simple, c'est le respect. Il a dit, vous savez, les États-Unis, ils parlaient en anglais. On respecte Israël. Vous avez décidé de faire de Jérusalem votre capitale. On respecte votre choix. On transfère notre ambassade à Jérusalem. Vous avez décidé d'étendre votre souveraineté sur le plateau du Golan. Alors, on respecte Israël, on respecte vos décisions et on reconnaît votre souveraineté sur le plateau du Golan. On respecte votre tradition, on respecte votre démocratie, on respecte votre État. Et puis là, de manière très tendre, comme ça, il lève les yeux, il regarde le public, 1000 et quelques personnes, dans une grande salle au Binyané Haouma, et il dit peut-être qu'il est temps que vous commenciez à vous respecter. Que l'État d'Israël, lui aussi, commence à se respecter. Vous venez de dépasser la Grande-Bretagne au niveau du revenu du PIB par habitant. Vous êtes le seul pays au monde qui ne sait pas définir où passe sa frontière Est. Quand on vous demande cela, eh bien, chacun répond ce qu'il pense. Peut-être qu'il est temps que vous commenciez à vous respecter et à décider, à frayer votre chemin sans regarder chaque fois à l'arrière qu'est-ce qu'on dira à Bruxelles ou qu'est-ce qu'on dira dans les capitales. D'abord, décidez ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, et ensuite, vous allez vous débattre, etc. Vous débrouiller avec ce qu'en diront les autres, mais d'abord, décidez pour vous-même. Et là, ce manque de respect de soi, eh bien, on peut toujours en dire, oui, mais ça, c'est parce qu'il y a l'esprit postmoderne, l'esprit progressiviste, l'esprit tout est vrai. Tout est vrai. Et puis, il y a aussi la volonté d'être comme tout le monde, et puis les lumières, les séquelles des lumières, on veut s'assimiler. Akol tov veyafeh. Mais je crois qu'une raison essentielle qu'on ne peut pas négliger, eh bien, c'est la peur qui a été le résultat de la Shoah. Je ne peux pas comprendre autrement comment, vous savez, il y a maintenant l'exposition internationale universelle, l'exposition universelle à Dubaï, où sont représentés presque tous les pays du monde. Et entre autres,
sont représentés là-bas à Israël. Alors, chacun présente là-bas ses acquis, sa contribution à la civilisation mondiale. Et puis, beaucoup de pays, l'Inde, l'Arabie saoudite, même la Russie et les autres, ils se présentent comme une symbiose entre tradition et modernité, entre innovation et racines. Et puis, vous arrivez au stand d'Israël et vous trouvez là-bas, naturellement, beaucoup de high-tech, tout ce qu'on a fait, tous les acquis, toute la contribution, c'est ça, etc. Waze, Schmaze, il y a fait mieux. Et puis, pour ce qui est de tradition, ça, on n'en parle pas. Mais ça, OK, on laisse de côté. L'essentiel, c'est la chose suivante. C'est que chaque pays doit, en parallèle de ses acquis, il doit présenter ce qu'on appelle son Sipur Leumi, son histoire. En 2 mots, quelle est ton histoire? Alors, il y a les pays arabes qui parlent beaucoup de leur histoire, leur tradition islamique, etc. Chacun amène beaucoup de son histoire, etc. Et puis, ma Sipur Shelcha. En 2 mots, quelle est l'histoire qui est présentée là-bas par l'État juif? Eh bien, c'est l'histoire d'une vedette de la télévision israélienne, que j'imagine certaines de vous connaissent, et qui s'appelle Lucy Ayoub. Maintenant, lorsque vous ouvrez l'historique, bien le Wikipédia sur Lucy Ayoub, vous trouvez une chose très intéressante. Bon, tout d'abord, elle est arabe. Ça peut encore passer. Elle est arabe chrétienne. Son père, il est un arabe chrétien de Haïfa. Et puis sa mère, elle s'appelle Michal. Sa mère, elle s'appelle Michal. C'est une rescapée de la Shoah, convertie au christianisme, qui s'est convertie, qui est allée au baptême à l'église pour épouser son mari, je ne sais pas comment il s'appelle, un arabe chrétien. Alors, qu'est-ce qu'on présente comme l'histoire d'Israël, le Sipur israéli, dans l'exposition universelle? On présente une histoire d'assimilation. Être israélien, c'est être assimilé. Être israélien, c'est être rescapé de la Shoah qui se dilue dans le monde chrétien arabe, laissant de côté ses racines juives. On peut continuer. Madame Lucie, elle est véritablement une vedette de la TV, Arutz 12, Kan Hadashot, etc. Elle est la présentatrice d'Israël en Eurovision et compagnie, beaucoup de choses. Puis là, vous voyez, on peut dire, c'est une sorte de néo-cananisme, néo-cananisme. Oui, on en a parlé. De ceux qui veulent se diluer complètement dans l'espace géographique du Moyen-Orient, d'un côté. Mais d'un autre côté, je pense que seul un peuple tellement traumatisé par la Shoah peut ne pas même sentir à quel moment, à quel point le monde perçoit comme humiliante quand c'est le Sipur qu'on lui donne. Être juif, c'est l'assimilation, c'est ce que vous nous dites?
השתגעתם? השתגעתם? אתם נורמליים? אתם נורמליים? C'est ça le peuple juif. Moïse, David, יחזקאל, זה, מימונית, זהו, זה כל הסיפור. Et donc là, on a besoin d'encore beaucoup de miracles pour surmonter cette crainte de soi, pour surmonter le mépris de son identité, pour surmonter ce traumatisme post-Shoah et assumer notre identité, assumer notre vocation, assumer ce qu'on est. Ça exige beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ça prend du temps, mais je pense que une des solutions, une des voies, c'est de se retaper, de se relever du traumatisme de la Shoah. Je voudrais dire même quelque chose de plus fort, de se déconnecter de sa mémoire en tant que pierre fondatrice de l'État d'Israël. Pas seulement au niveau des visites internationales où tout premier ministre, président et autres qui vient en Israël, le premier endroit, passage obligé, eh bien, c'est venir à Yad Vashem. Au niveau de notre enseignement, bien sûr qu'on doit se souvenir. Mais il y a souvenir historique et il y a souvenir ontologique. On ne peut pas se souvenir de cela en tant que pierre fondatrice angulaire de notre existence souveraine en Eretz Israël. Et comme le dit dans un autre chapitre de son livre, Georges Bensoussan, que la Shoah, quand on la présente comme carte de visite internationale de l'État d'Israël ou du peuple juif tout court, eh bien, qu'est-ce que ça inspire? Ça inspire avant tout l'irrespect et le mépris. Quand les gens voient ça, quand les gens sentent, attendez, c'est ça ce que vous racontez de vous? Vous vous êtes fait casser la gueule? C'est ça votre carte de visite? Allô? Il y a même des recherches à ce sujet qui ont été faites, que des étudiants goïm aux États-Unis, quand on leur a parlé de Shoah, etc., eh bien, leur conclusion, ils se disent, les Juifs, ils peuvent dire merci d'exister encore. Ils peuvent se contenter de peu. S'ils étaient des moins et des moins que rien en 39-45, alors ils peuvent se contenter d'être juste des moins que rien maintenant. Vous comprenez, nous, on ne le voit pas comme ça. Mais c'est une perception, c'est-à-dire on doit revoir et reposer une pierre angulaire. Bon, j'ai trop parlé. Allez, on passe aux questions. Et après, je vais terminer sur une note optimiste, vous en faites pas. Je peux poser une question?
כן, ג'ק. C'est pas tellement une question d'ailleurs. D'abord, je trouve remarquable votre analyse. Effectivement, cette idée que, étant donné qu'ils ont passé la Shoah, bon, ben, effectivement, ils peuvent se compter un peu, ils ont de la résilience, donc on peut être exigeant vis-à-vis d'eux. Les Arabes, eux, ils n'ont pas passé par là, en tout cas, il faut aussi exigeant. C'est quelque chose de tout à fait. Et je voulais vous dire à ce sujet-là ce que j'ai vécu longtemps au Canada et le rabbin de ma communauté s'appelait le rabbin Reuven Coco et je veux Shem Omro. Il disait le grand problème des Juifs, c'est qu'on réagit comme des abused children. Je ne sais pas comment on traduit ça. Les abused children, ils disent en anglais. Des enfants gâtés. Pas gâtés. Non, pas gâtés. C'est le contraire, les enfants martyrs. Non, abusé. Abusé, oui, c'est-à-dire, non, c'est pas abusé. En français, on dirait plutôt des enfants qui ont été martyrisés. Il disait, qu'est-ce que veut Ils ont été un victimes enfant d'abus. martyrisé? Oui. Un abuse children, c'est être aimé. Et on est obsédé par le désir d'être aimé. Et c'est pour ça qu'on fait tout. Et ce n'est pas seulement les Israéliens, c'est aussi les Juifs. Comme je l'ai déjà dit peut-être même ici, cette obsession qu'ont tous les producteurs juifs américains de nous montrer un mariage juif avec le Mazel Tov et le Hava Nagila. Pourquoi? Pour qu'on dise « Oh, they are so cute, the Jews ». Ce n'est pas vrai. On dit on en a marre, on en a déjà vu les Hava Nagila. Ça suffit. Et je me souviens, si je peux me permettre de continuer, d'une grande discussion que j'avais avec un collègue juif. J'étais à l'université, professeur, et lui, il aimait beaucoup ceux qui parlaient tout le temps d'Israël et tout. Et moi, j'ai préféré deux de mes collègues qui me connaissaient et qui m'avaient demandé une fois, deux séparément, ils m'avaient demandé, dis-moi, tu es français? Je dis oui. Est-ce que tu t'es marié uniquement à la mairie ou aussi à l'église? Et aux deux, j'ai répondu, mais pas à l'église, je suis juif. Ah, j'avais oublié. J'ai dit, ça, c'est les vrais. Ça, c'est comme ça qu'il faut être. Les indifférents, pas ceux qui passent le temps à dire, oh, j'admire les juifs, vous êtes si intelligents. Ceux-là, non. Et ce qui m'avait fait encore le plus plaisir, c'est que j'étais rentré très jeune dans cette université. Et à l'époque, dans mon département, il y avait peut-être 11 professeurs. Et ils savaient tous que j'étais juif parce que, étant jeune, je n'avais rien à mettre dans mon COC sauf mes diplômes et j'avais mis ex-parachutiste de l'armée israélienne. Bon, Wow. j'avais mis ça et ça m'a d'ailleurs, entre nous, ça m'a aidé parce qu'il y avait des gens là-bas qui n'aimaient pas les Français. Et le directeur m'a dit, comme j'ai vu que tu étais juif, je me suis dit, il n'est pas aussi péteux que les Français en général. Probablement, il est juif. Et un an après, il y a quelqu'un d'autre qui a été engagé. Et bon, lors d'une conversation, je lui ai dit, bon, comme ça, et je lui ai dit, mais je suis juif. Il m'a dit, ah, mais je ne le savais pas. Et je me suis dit, c'est formidable. Le gars, il est depuis 6 mois là, il y a 11 professeurs. Il n'y en a pas un qui a dit, Picard, il est juif. Ça m'a plu. Ça veut dire qu'ils s'en foutent. Et notre obsession d'être aimé, notre obsession, ça nous tue. Le jour où on va dire, on s'en fout qu'on nous aime ou qu'on nous aime pas, et on va être nous-mêmes, je ne dis pas qu'il faut complètement se foutre, je m'excuse, je vais utiliser des mots qui ne sont pas très jolis, de ce qu'on dit, parce qu'effectivement, il y a toujours la peur qui existe, qu'on nous déclare apartheid states, et on a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais entre cela et passer son temps à être obsédé par le désir d'être aimé, et ça, c'est terrible. Et ça nous fait faire des choses. Et en ce point de vue-là, je vous rejoins totalement. Et je pense que votre analyse est vraiment très juste. Merci beaucoup. כן, les amis.
Non, si tu veux parler, tu peux parler. Moi, je crois qu'il y a quand même chez le juif, depuis pas mal de siècles, une honte d'être juif, hein. Aussi bien dans la sphère intellectuelle que d'ailleurs. Donc, ça a été même repris dans la littérature américaine, anglaise et française aussi. Aaron, d'ailleurs, ce que Jacques vous avait dit, eh bien, c'est, vous citez Léo Pinsky, Yehuda Levi Pinsky. C'est lui qui a dit encore dans l'auto-émancipation qu'il a écrit en 1881 que quel est le problème, c'est qu'on veut être aimé au lieu de vouloir être respecté. Alors que le médium, la langue parlée entre nations, c'est une langue de respect, une langue d'intérêt, une langue de puissance et pas une langue d'amour. Ce n'est pas une langue romantique, c'est une langue politique. On a dit effectivement, et ça a été encore plus exacerbé après la Shoah, après ce qui s'est passé. Effectivement, oui, il y a ça, il y a beaucoup de choses à réparer, Bezrat Hashem. On le répare. Je voulais encore dire quelque chose, intervenir, dire, Joël, désolé, je dois vous laisser. Merci aux initiateurs. Je voudrais citer, peut-être une vision qui va équilibrer, qui va donner de l'optimisme, c'est-à-dire que la vision du Rav Cher, qui, quand on lui posait la question, pourquoi vous êtes optimiste au sujet de notre État aujourd'hui, eh bien, il a dit, vous savez pourquoi? À cause du désespoir, à cause du dépit. Alors, l'intervieweur, il dit, attends, mais de quoi vous parlez? Le dépit, le désespoir? J'ai bien compris, oui, parce que c'est tout à fait étonnant, il dit, qu'un État qui est véritable le grand miracle du XXe siècle, le sionisme qui est la plus grande réussite, l'idéal qui a réussi au-delà de toute attente, eh bien que les gens qui soient les acteurs, les vecteurs, les témoins de cette réussite, et ceux qui profitent de cette réussite, eh bien qu'ils soient si dépités. Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que leurs attentes, elles sont au niveau intérieur encore plus grandes. Encore plus grandes. Les attentes, c'est-à-dire quelque part, on est là en train de dire, bon, ok, on a énormément d'acquis. Mais pourquoi? Juste pour avoir un peu plus d'argent sur son compte? Non, ce n'est pas possible. Si on est arrivé si loin, ça veut dire que le but à atteindre, les idéaux à accomplir sont encore plus élevés. Alors, quels sont ces idéaux? On est en attente. Tant que personne n'est là à proposer ces idéaux, à proposer ou investir ou canaliser toute cette réussite économique, militaire, technologique, etc., eh bien, bon, alors s'il y a nulle part où aller, alors bon, on va aller du côté de Lucie Ayoub. Alors bon, alors ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, quelque part, il y a une attente. Il y a une attente de quelque chose de beaucoup plus grand. Et qui d'ailleurs, qui nous rappelle tout à fait notre état durant l'époque des Shoftim, l'époque des juges. On était en pleine idolâtrie, avodah zara, alors que on a vécu la sortie d'Égypte, la Idgalut, révélation du mont Sinaï, etc., tous les miracles. C'est-à-dire, on a des grandes attentes, et c'est pour ça qu'on a des grandes chutes.
Et c'est pour ça que pour finir, on doit, pour arriver à assumer et être digne de ses attentes, eh bien, on a encore du chemin à parcourir. Et comme le dit Jean Jaurès, je crois que je l'ai cité aussi la dernière fois, sur l'autel des pères, célébrons la flamme et pas les cendres. Sur l'autel des pères, célébrons la femme et pas les cendres. Sur l'autel des 6 millions, célébrons le patrimoine, l'identité, la soif de retour de Géoula et pas, m'excuse de le dire, et pas le savon et les abat-jours et les cendres des 6 millions. Non. Leur célébration, elle doit être dans l'accomplissement du patrimoine du peuple juif, parce que c'est pour ça qu'ils ont péri. C'est ça qu'on voulait anéantir en eux, et c'est à ça qu'on doit donner vie, pour donner vie à leur mémoire et célébrer leur vie. Voilà, dans le chat, Donc, en fait, on n'a pas acquis vraiment notre indépendance. On est en train de l'acquérir, oui. Effectivement, mais définitivement, non, pas encore. Pas encore, pourquoi? Parce que l'essentiel de l'indépendance, ce n'est pas l'indépendance politique, mais c'est l'indépendance spirituelle et identitaire qui la soutient. Le pays a autant de souveraineté que ses citoyens ont de foi dans le bien fondé de cette souveraineté, dans le droit et l'obligation à exercer cette souveraineté. Si vous ne voyez aucun droit en tant que juif à exercer, alors qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? L'indépendance, c'est avant tout une affaire d'esprit. C'est pour ça que Herzl dit que à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Vous direz que je suis fou. Mais non. Pourquoi? Parce que l'État, c'est une abstraction qui est présente dans les esprits et les cœurs des Juifs. S'ils croient en l'État, ils vont voir le jour. Et à Bâle, nous avons bâti cette abstraction. L'État, c'est avant tout une idée. Et voilà. Si l'idée est chancelante, eh bien l'État aussi va être chancelant. Le gouvernement, etc., bon, ça c'est important, mais je ne pense pas que c'est l'essentiel. L'unité du peuple, c'est l'essentiel. Le bien fondé, le sentiment de juste cause, c'est l'essentiel. L'identité juive, sioniste, c'est l'essentiel. Ensuite, le reste suivra. Ezrat Hashem. Amen. Chazak u'baruch. Amen ואמן. בשורות טובות. אמן. חזק לכם. להתראות.